Paul Madis, bonjour. Bonjour Donald. Alors Paul Madis, les jeunes de la nouvelle génération ne te connaissent pas vraiment. Mhm. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs? Je suis Paul Madis, artiste chanteur de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai un concept musical que j'appelle le Diba Reggae, qui est une fusion, n'est-ce pas, de la loukou, du lubutuli, qui est l'art de la parole, sinon la faux gospel, de la pop et du reggae. Donc c'est mon identité, c'est mon monde à moi que j'ai intitulé le Diba Reggae, qui est en quelque sorte toute une philosophie. Donc je suis ivoirien du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de la région du Go, plus précisément de la sous-préfecture de Niago-de-Noa, qui est dans le Guébier. Mon village s'appelle Krabalilier. Voilà un peu qui est Paul Madis. Alors qui est Paul Madis à l'état civil? Je préfère que les Ivoiriens retiennent seulement Paul Madis. Voilà. Sinon, mon nom de famille c'est Niagbo. Voilà, s'ils veulent le savoir. Comment tout a commencé? Comment tu es venu à la musique? Il faut dire la vérité parce que dans ma famille, je veux dire, personne ne chante. Il n'y a pas de chanteur dans ma famille. Juste que mon père était un joueur, n'est-ce pas, du tambour parleur, qu'on appelle le tigbala chez nous. Le tam-tam parleur. Chez les Akans, je crois, on appelle ça, ça a un nom, mais chez nous, c'est le tigbala. C'est ce que mon père jouait. Mais moi, je veux dire, la musique, sinon la chanson, m'a touché depuis mon enfance. Ça, il faut dire la vérité, depuis l'école primaire. Il y avait des aînés qui chantaient de la loukou, là où j'étais, à Mabouo, qui est un village où j'ai commencé mon école primaire. Et il y avait des jeunes, des jeunes là-bas qu'on appelait Badabobi. Et on avait un aîné qu'on appelait, je crois, son nom va venir plus tard. Ceux-là, quand ils chantaient, il faut dire que nous, petits qu'on était, on était toujours piqués par ce virus-là. Et donc tout est parti de là. Et je suis arrivé au collège. Là-bas, je disais tout le temps à mes amis qu'il allait chanter, mais beaucoup n'y croyaient pas. Mais il faut dire que c'était un virus que j'avais en moi depuis de longue date. Donc, je ne peux pas dire que c'est inné, mais c'est quelque chose que j'avais en moi et qu'il fallait que je sorte. Donc, l'art de la chanson est parti depuis le bas âge jusqu'à maintenant. Je n'ai pas appris, mais j'avais ça en moi, il faut dire. Quelles sont les réalisations artistiques de Paul Madis? Il faut dire que j'ai sorti en son temps, puisque mon groupe qu'on appelait les Juniors d'Abobo avons été, disons, les derniers vainqueurs de l'émission Podium de la radio-télévision ivoirienne en 96. Suite à ça, j'ai sorti un album qui faisait partie des prix que on avait obtenus, n'est-ce pas, par rapport à notre victoire à Podium. L'album était intitulé Yiniso. Il a été produit par l'ex-maison de disques Showbiz et la radio-télévision ivoirienne, la RTI. Après, mon second album a été produit par, n'est-ce pas, les studios séquences avec Alain Sawaya. Et l'album était intitulé Ouf. Il faut dire qu'il a coïncidé avec la prise du pouvoir par le général Robert Guéhi. Donc, comme dans la chanson, j'ai demandé est-ce que ce pays est gouverné. C'était pas quelque chose qu'il y avait déjà prévu, hein. Mais tu sais, nous artistes, nous sommes des visionnaires, en fait, je veux dire. Donc, c'est des choses qu'on voyait venir. Et je me suis posé cette question-là, est-ce que ce pays est gouverné? Et ça a coïncidé avec la prise du pouvoir par Robert Guéhi. Et donc, les militaires ne nous ont pas trop facilité la tâche, n'est-ce pas, pour faire la promotion de l'album. Après, j'ai participé, n'est-ce pas, à 2 albums. Un avec Valette Guédé, qui était Réconciliation en chantant. L'autre avec Feu Paul Dokuy, qui était Réconciliation. Mais avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je parle des Gim Kamson, des Woody, des Reine Pélagie, de tout ce monde-là. J'étais le petit parmi eux, mais à cause de mon talent, j'avais été coopté, n'est-ce pas? Et il y a eu ça. Et en 2000, je veux dire, pendant les campagnes de 2000, mais à la veille des campagnes, je veux dire, j'ai préparé cette chanson, Arrêtée, qui a coïncidé avec les élections de 2000. Arrêtée parce qu'on venait de quitter, n'est-ce pas,
99 qui a vu la chute de Bédié, du président Bédié. Et ces mouvements-là continuaient pendant la campagne encore. Donc moi, il fallait qu'on arrête de détruire ce que nous avons en commun. Parce que ce que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons en commun, notre héritage commun, c'est ce pays-là. On n'en a pas deux. Donc moi, il fallait arrêter de détruire ce pays. Et il a coïncidé avec la prise du pouvoir par le président Laurent Gbagbo. Et puis, vu les événements qui ont suivi, l'album est rentré dedans en même temps. Voilà. Ok. D'accord. Quels sont les projets à venir pour Paul Madis? Oh, déjà, dans l'immédiat, on va sortir un single. Un single pour parler aux Ivoiriens, parler aux Africains et parler au reste du monde. Parce que, je veux dire, aucun pouvoir au monde ne vaut une vie humaine. Aucun pouvoir au monde ne vaut une vie humaine. Un mort, qu'il soit Bété, qu'il soit Djoula, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Aladjan, qu'il soit Ébrié, ou de n'importe quelle ethnie qu'il soit, de n'importe quelle confession religieuse qu'il soit, de n'importe quel bord politique qu'il soit, de n'importe quelle région qu'il soit, est un mort de trop. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens ont assez souffert et les Ivoiriens sont déjà trop morts. Il faut que ça s'arrête. Donc, nous allons sortir ce single qui est intitulé « De l'ombre à la lumière ». De l'ombre à la lumière, pour moi, c'est possible. On peut partir des ténèbres pour se retrouver à la lumière. On peut partir des difficultés pour retrouver dans une situation normale. On peut quitter, on peut partir des déchirures, des palabres, des querelles, et puis s'aimer l'amour, vivre en harmonie, vivre en de bonnes, je veux dire, comme des êtres humains, vivre comme des frères et sœurs, et non comme des voisins. Donc ce single, il sort bientôt. Voilà, c'est ça le projet immédiat de Paul Madis. D'accord, donc on peut dire que Paul Madis est un artiste très engagé pour la paix, pour la cohésion sociale dans son pays et en Afrique. Bon, le terme engagé suscite trop de discours, je veux dire, trop de paroles. C'est quoi l'engagement en général? C'est quoi être artiste engagé pour moi? Je me pose la question. Si donner son opinion vis-à-vis d'une situation quelconque, sinon d'une situation donnée, c'est être engagé, ben alors là, je suis engagé. Paul Madis parle de la vie au quotidien. Paul Madis chante la vie. La politique fait partie de la vie. La religion fait partie de la vie. La vie elle-même, elle fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc, tout ce qui nous entoure, c'est ce que Paul Madis chante. Je donne juste mon avis vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, si c'est ça, être engagé, je suis engagé. Maintenant, en ce qui concerne la paix, mais sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas être là pour se parler. Vous comprenez? Donc, la paix, on en a besoin chaque instant de notre existence. Pourquoi aujourd'hui, notre État, notre pays se développe, il faut qu'il y ait la paix. Pour que chaque Ivoirien, dans son domaine d'activité, puisse, n'est-ce pas, vaquer à ses occupations, il faut la paix. Pour que moi, Paul Madis, je puisse chanter, il faut qu'il y ait la paix. Pour que tout ce qu'on entend là puisse se dérouler, il faut qu'il y ait la paix. Donc, moi, j'en ai fait mon combat. La recherche de la paix, pour moi, est un combat perpétuel, un combat permanent. Tant que les Ivoiriens n'ont pas retrouvé la paix, tant que les Africains ne sont pas en paix, ne vivent pas en paix, moi, Paul, je vais toujours être. Et je veux dire, ça ne fait pas de moi un politicien ou bien quelqu'un qui appartient à un bord politique. Je suis pour la Côte d'Ivoire, je suis pour les Ivoiriens, je suis pour l'Afrique et je suis pour les êtres humains. Voici mon combat. Justement, concernant la politique, beaucoup de fans, beaucoup de jeunes te collent une étiquette politique. Qu'est-ce que tu penses de cela? Merci. En tout cas, à ce que je sache, depuis que j'ai commencé ma modeste carrière, je n'ai jamais présenté à qui que ce soit. Et je prends tout le monde à témoin. Je prends tout le monde au mot. Je n'ai jamais présenté une carte de membre d'un parti politique à quelqu'un. Je n'ai jamais présenté un t-shirt d'un parti politique à quelqu'un. Je n'ai jamais présenté une affiche d'un parti politique à qui que ce soit. Vous comprenez? Moi, je suis Paul Madis. Je suis artiste, chanteur. Un point, un trait. Je donne mon opinion vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de moi. Et, je veux dire, il faut qu'on soit aussi clair sur certaines choses. Chaque personne doit avoir
une référence dans la vie. Si tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'idole, tu ne peux pas avancer dans ce que tu fais. Parce que c'est ça qui constitue notre avancement. Avoir une référence, avoir un exemple, ça nous permet d'aller de l'avant. Moi, j'ai dit et je le redis. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui ont chanté Feu, le président Félix Houphouët-Boigny. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il y a des artistes qui ont chanté le président Henri Konan Bédié. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il y a des artistes qui ont chanté Feu, le président Robert Guéhi. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Paul Madis se sent dans les idéaux que véhicule le président Laurent Gbagbo. Ça ne fait pas de moi un homme à abattre. Et ce n'est pas pour ça que le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire. Il est ma référence. Il est mon exemple. En lui, je retrouve mes idées qui me font avancer dans la vie. Ça ne fait pas de moi un homme à abattre ou quelqu'un qui a un bord politique ou qui est partisan. Il y a des artistes qui chantent Nelson Mandela. Il y a des artistes qui chantent Marcus Garvey. Partout dans le monde, il y a des artistes qui prennent des positions. Récemment, au Nigeria, des membres de P-Square, de Davido, étaient devant des foules pour revendiquer. Est-ce que ça fait des artistes à abattre? Non. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire? Quand quelqu'un a une référence, quand quelqu'un a une idole, quand quelqu'un a un exemple et il se sent bien dans les idées de cette idole, de cette référence, de cet exemple-là, on doit forcément l'abattre. Pourquoi? Je me pose la question. Quand j'ai chanté la chanson Arrêtez, pour ceux qui ont écouté les textes, parce que moi je veux que plus tard, les textes de Paul Madis soient enseignés dans les écoles. C'est pour ça que quand je crie un chant, je prends mon temps pour mieux l'écrire et pour mieux l'élaborer. C'est pour ça que mes textes sont toujours fluides et sensés. Quand je chantais Arrêtez, je ne disais pas Arrêtez, ne détruisez pas mon village. C'est pas ce que je disais aux Ivoiriens. Je dis Arrêtez, ne détruisez pas nos acquis, ne détruisez pas mon pays. Je n'ai pas dit ne détruisez pas mon habit, mon village ou ma région. Je n'ai pas dit ne détruisez pas la maison de mon père. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je l'ai parlé des Ivoiriens. J'ai parlé des Africains. Vous comprenez? Donc quand les gens veulent juger les autres, qu'ils fassent attention. Qu'ils sachent au moins, raison garder. Et qu'ils sachent au moins lire dans ce que les autres véhiculent comme message. Il ne faut pas taxer les gens des choses qui ne sont pas en réalité. Moi, je suis un Ivoirien. J'appartiens à la Côte d'Ivoire, je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai une référence, j'ai une idole, j'ai un exemple qui est le président Laurent Gbagbo. Un point, un trait. C'est comme ça, tout le monde. Il y en a qui ont chanté Haïlé Sélassié et qui continuent de chanter. On ne les tue pas, on ne les abat pas, on ne les fatigue pas, on ne les barre pas les routes. Ils vivent tranquilles. Donc pourquoi chanter, se retrouver dans les idéaux d'un Ivoirien, je dis bien d'un Ivoirien là, doit être un problème pour moi? Non. Je veux dire que les Ivoiriens voient un peu plus loin que le bout de leur nez. Voyons un peu plus loin que le bout de nos nez. Voyons un peu plus loin que le bout de nos nez. Il faut que ça arrête un jour. Aujourd'hui, il y a des artistes qui chantent le président Alassane Ouattara. C'est normal. Parce qu'ils se sentent bien dans ses idéaux, dans sa vision. Ils se sentent bien dedans. Donc ils le chantent. Et c'est normal. C'est pas pour ça qu'on va les tuer. Donc nous autres là, qu'on nous permette de vivre aussi. Qu'on nous permette de vivre. Et qu'on nous donne de l'espace aussi pour qu'on s'exprime. Qu'on ne nous condamne pas. Qu'on ne nous brime pas. Qu'on ne nous bannisse pas. Parce que je veux dire, c'est un peu ça, c'est à ça qu'on a droit. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo est un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire des frères et des sœurs. Nous sommes des frères et des sœurs. Et donc, nous devons nous donner la main pour bâtir notre nation. Voici ce que nous demandons aux uns et aux autres. Quels sont tes rapports avec Laurent Gbagbo, justement? Non, le président Laurent Gbagbo, c'est le deuxième père que Dieu m'a donné. Mon père biologique s'appelle Nyabo Gakou Eloi. Feu Nyabo Gakou Eloi. Après lui, c'est le président Laurent Gbagbo que j'ai connu comme père. Sa femme Simone Yves Gbagbo m'a adopté comme son fils aussi. Comprends? Donc pour moi, c'était des rapports de père à fils. C'est tout. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sentais bien dans les idéaux. Je me sens bien dans les idéaux qu'il véhicule. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose à part ça.
Il n'y a pas autre chose. C'est des rapports de père à fils. C'est des rapports de mère à fils. C'est tout. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il ne peut pas rentrer dans son pays? Mais à qui cela ne ferait-il pas mal de voir que son père ne peut pas rentrer chez lui? Mais c'est pourquoi moi je suis en Côte d'Ivoire et je mène les actions que je suis en train de mener, que vous voyez là. Si j'ai pu marcher 716 km à pied pour réclamer la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour que demain mon père rentre en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui vous me voyez dans des secteurs en train de courir, parler aux gens, parce que ce qui est encore malheureux, quand nous autres nous parlons, on trouve que nous sommes des traîtres. Mais quand d'autres personnes parlent, c'est normal. Mais justement, on t'a vu dans des meetings organisés par le pouvoir en place. Et ces meetings avec quel objet? On dit la paix. Les meetings pour la paix, oui. On dit la paix. C'est des meetings qui parlent de paix. Donc moi qui parle de paix, je me dois d'être là pour parler de paix, pour que le pays soit stable, pour que mon père rentre, pour que mon frère Blé Goudé rentre, pour que tous ces exilés avec qui j'étais en exil là puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Donc là où on parle de paix, on va toujours voir Paul Madis. Et cela ne fait pas de moi un traître. Mais malheureusement, quand ce n'est pas eux, que c'est toi, tu es le traître. Mais quand c'est eux, c'est normal. On envoie des gens discuter avec le pouvoir. Ça, c'est normal. On les connaît très bien. Hein? On les voit aller échanger avec des ministres du pouvoir. C'est normal. On les voit s'embrasser. C'est normal. Mais quand c'est Paul Madis, il faut l'abattre. Pourquoi? Quand c'est Paul Madis, il faut tirer sur lui. Pourquoi? Est-ce que ce sont eux seulement qui sont mieux placés pour parler de la Côte d'Ivoire? Ce sont eux seulement qui sont mieux placés pour parler de paix? Ou bien ce sont eux seulement qui sont mieux placés pour demander que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire? Ou bien que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Ou bien que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire? Ce sont eux? Je crois que chaque Ivoirien, dans son domaine d'activité, a son mot à dire et a un geste à faire pour que tout ça soit normal, pour que tout ça se fasse. Donc si je le fais, je n'empiète pas sur les pas de quelqu'un. Je ne blâme pas quelqu'un. Je ne tire pas sur quelqu'un. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis entré en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, viens tuer un Ivoirien. Non, non, non. Et moi, je ne peux pas être du côté de ceux qui disent aux gens de tuer les Ivoiriens. Je ne peux pas être de l'autre côté. Parce que c'est parce que le président Laurent Gbagbo m'a pris. Le président Laurent Gbagbo a toujours été un homme de paix. C'est lui qui a envoyé le asseyons-nous et discutons. Il n'a pas dit entretuons-nous. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit asseyons-nous et discutons. Avec tout ce qu'il a subi, il a toujours prôné le asseyons-nous et discutons. Donc c'est ce que moi j'ai appris avec lui. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Je ne peux pas faire autre chose que réclamer la paix pour mon pays. Je ne peux pas faire autre chose que réclamer la paix pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Voilà. Mais quels sont tes rapports avec le président Alassane Ouattara? Non, je n'ai pas de rapport. Je n'ai pas de rapport, malheureusement, je n'ai pas de rapport. Tu l'as jamais rencontré? Non, 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 non. Ni son premier ministre? Non, 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 non. Que les gens disent les choses, qu'ils mettent les choses dans le cadre. Je n'ai pas de rapport particulier, sinon je n'ai même pas de rapport même avec le président Alassane Ouattara. Je n'ai pas de rapport avec son gouvernement. Il se dit que tu aurais reçu de l'argent pour marcher d'ici à Korogo. Non, 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 non. Ceux qui l'ont dit, je m'inscris en faux. Nous n'avons pas reçu un centime d'un quelconque qui que ce soit pour qu'on aille à Korogo. Nous avons pris une dette avec M. Kanté Faro. Nous avons emprunté la somme d'1 million de francs CFA à Kanté Faro que nous avons remboursé à hauteur d'1,4 million. Voilà, pour faire notre activité qui est des marcheurs de la paix. Un point très. D'accord. Voilà. Paul Madis, John parlait de la guerre de 2010. Comment tu as vécu la guerre en 2010? D'abord, comment tu as vécu le déclenchement de la guerre depuis ta demeure, depuis ta résidence à Yopougon? Bah, il faut dire que c'est un épisode de la vie, de ma vie surtout, que je n'ai pas souvent envie d'aborder, mais on va y aller un peu. Pas trop, mais pas en fond, mais on va y aller, on va prendre la forme. Il faut dire que nous, pendant 10 ans déjà, on était sur le terrain pour réclamer la paix. Parce que c'était ça, le pays était divisé en deux. Donc, nous, on a sillonné toute la Côte d'Ivoire avec les jeunes patriotes. On a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour réclamer la paix. Parce qu'il fallait que le pays soit stable. Et c'est à la suite de ça que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, en 2010. Et puis malheureusement, les élections ont abouti à ce qu'on sait aujourd'hui, en 2011. Mais il faut dire que moi, le 29 mars, je crois bien, le 29 mars mars-avril, je crois bien. 29 mars, j'avais déjà reçu la visite des personnes non identifiées qui réclamaient ma peau à 1 h du matin. Je dois ma vie
à mon vigile, qui est un Nigérien, qui n'est pas un Ivoirien. Donc, il était mieux placé pour me vendre. Parce que quand les gens sont arrivés, ils ont demandé la voiture qui est là, où est son propriétaire, tout et tout. Et le vigile a dit, ben, écoutez, il gare ici, mais il n'est pas ici, il vit de l'autre côté. Donc, lui-même, les gens l'ont presque pris en otage. Mais c'est les noctambules, là, le couche-tard, là, c'est à eux qu'il doit sa vie. C'est quand les gars rentraient que les hommes qui l'ont pris ont fui. Donc, après, il est venu, il a sonné à la porte. Il a dit, il faut quitter la cour parce que les gars sont venus et voici. Donc, déjà, je suis parti de la cour. Je dormais chez quelqu'un vers la Cité Académie. Et puis, ils sont revenus le 30. 30 à 1h du matin, ils sont revenus encore. Donc, j'ai évacué ma famille. Et puis, moi-même, voilà, le 30 matin, je me suis levé. J'ai dit, bah, il fallait que j'aille me mettre à l'abri. Donc, j'ai marché d'Abidjan. Et je dis, ben, de Yopougon plutôt. J'ai marché de Yopougon, cité Bracodis, c'est-à-dire vers la cité Caféier, jusqu'au... En cours de route, il y a un ami qu'on appelle Belgar, qui avait une petite voiture noire, qui m'a vu, s'est arrêté, il nous a pris, et il nous a déposé, n'est-ce pas, au quai du bateau à Bobodoumé, là. Voilà, le bateau-bus. Donc, on a emprunté un bateau-bus, on est descendu au plateau. Le plateau, on ne pouvait pas traverser, mais quand Dieu est avec vous, il faut le faire. On est tombé dans le combat de l'Indénié. On a dû enjamber des morts. Même au carrefour Saint-Jean. C'était... Moi, pour la première fois, je voyais des morts et je n'avais pas peur. Parce que moi, je suis un gros peureux. J'ai peur du cadavre. Mais c'était la première fois que je pouvais enjamber des cadavres et puis passer mon chemin. Demander même aux gens, lui là, c'est qui? Parce qu'il y avait des gens, quand tu les voyais, tu ne disais même pas que c'est des êtres humains tellement ils sont grands. Moi, je disais qu'ils sont longs, en fait. Parce que ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui sont couchés, qui traversent la route, mais ce n'est pas des hommes. Et on te dit non, c'est un être humain qui est là. Donc, C'était des combattants. Bon, ils étaient en civil, bon, il y en a avec des armes à côté d'eux, bon, c'était bizarre. Tu vois un peu. Donc, on a traversé tout ça, et puis je suis arrivé devant la résidence du président Laurent Gbagbo, on était assis là. Et puis après, ben, je suis rentré à la résidence, ça a été, je vais dire, du 30 jusqu'au 11 avril. Voilà, on n'a pas pu sortir de là. C'est de là que le 11, on a été pris. Moi, j'ai dû mon salut à une blessure que j'ai eue à la tête. J'ai dû mon salut à une blessure que j'ai eue à la tête. Parce que c'est suite à ça que une Française qui était sur un char, on était nombreux à être blessés. Parmi nous, il y avait un grand frère que j'appelle mon papa, Siliki Bakaba, qui était lui-même gravement blessé. La Française, quand elle nous a vus, elle a descendu son char, elle a dit, ceux-là, il faut qu'on les mette ici, parce qu'ils sont vraiment blessés. Donc, elle a assuré notre protection, notre sécurité. On était à poil. Donc, les hommes nous ont trouvé des trucs qu'il fallait porter, il fallait se protéger, tout et tout. Et puis, je crois, vers 18 h, j'ai dû batailler dur. Dieu m'a utilisé ce jour-là. J'ai dit que je ne vais pas entrer dans le détail, mais Dieu m'a utilisé, j'ai dû batailler pour trouver un char, pour qu'on nous trouve un char. Et le char nous a évacué par ordre de 6 personnes au CHU de Cocody. Donc, au CHU de Cocody, là-bas, un miracle s'est produit, encore pour que je puisse témoigner un jour. Parce que Dieu m'a utilisé pour que je témoigne. Sinon, je ne serais pas sorti de la résidence du président Laurent Gbagbo vivant. Ça, c'est non. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais si je suis sorti de là vivant, c'est Dieu qui a voulu que je sorte là pour que je puisse témoigner un jour. Parler un jour aux gens et leur dire que la guerre n'est pas une chose à souhaiter à qui que ce soit. La guerre n'est pas bonne pour un pays, pour un être humain, pour l'être humain que nous sommes. La guerre n'est pas la chose qu'il faut souhaiter. Voilà, c'est pour leur dire ça que Dieu a permis que je sorte de là. On arrive au CHU, tu vois les urgences, je veux dire, tous les couloirs étaient bondés de blessés. On ne sait pas qui est loyaliste, qui est civil, qui est rebelle, on ne sait pas. Et dans ce lot, il y a une dame qui me voit, j'avais attaché un truc parce qu'on était à poil carrément. Elle me voit, elle me dépasse, elle m'envoie un pantalon jaune que je porte. Après, il y a une autre qui m'envoie une chemise en pagne fleurie, je porte. Et la dame demande au docteur là-bas, est-ce qu'il y a encore des anesthésiens? Le docteur lui dit non, il reste un seul. Je vous parle des urgences de CHU de Cocody. Hein. Pour tout ce secteur-là, il ne restait qu'un seul anesthésien. Et la dame récupère l'anesthésien. Elle nous laisse le temps de remplir les formalités, tout et tout. Et puis après, elle appelle un infirmier, elle donne l'anesthésien. Elle dit non, lui, il faut l'anesthésier, puis il faut le coudre. C'est comme ça que ma tête a été anesthésiée et on m'a cousu. Mais le reste, on les a cousus, bon, je veux dire à sec. Voilà. Donc, il fallait entendre les pleurs dans les couloirs. Vous comprenez? Il fallait entendre les pleurs. Parce que... La cicatrice est encore là? Oh, elle est là. Elle est là.
C'est pour ça que depuis 2011, j'ai plus de cheveux sur ma tête. J'ai décidé de rester comme ça. Sinon, pour ceux qui me connaissent, j'avais des dreadlocks. Voilà. Mais depuis 2011, quand mes cheveux poussent un peu, la tête me fait très mal. Voilà, donc je suis obligé de tout le temps me raser. Voilà, pour que je puisse respirer. Sinon, dès que je laisse un peu les cheveux, c'est pas bon, je ne peux pas. Je ne peux même pas dormir. Qu'est-ce qui a causé cette blessure? Ben, je crois que c'est un projectile, mais je ne sais pas si c'est quelque chose, mais la chose, ça a été tellement violent que je n'ai pas senti la douleur. J'ai juste vu ma peau qui est tombée là. Ma peau est tombée comme ça. Donc, j'ai dû faire ça. Et pour éviter d'être, il fallait éviter d'être derrière ou devant. Il fallait lutter pour être au milieu. Parce que c'est un groupe. Quand tu es derrière, tu sais que tu prends, c'est pour toi. Hein. Devant, ce que tu prends, c'est pour toi. Il fallait lutter pour être au milieu. Donc, ma peau, je l'ai attrapée comme ça et je courais avec. Et le sang qui coulait, je l'avalais parce que je ne pouvais plus faire autrement. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas. C'est des choses, quand les gens ne savent pas, quand les gens ne savent pas d'où tu viens, ils te jugent bêtement. Ils te jugent sans réfléchir. Mais je veux dire, si je suis devant vous aujourd'hui et puis je parle, c'est Dieu qui a voulu que je sois là et moi je rends grâce à Dieu. Tout ce que les gens disent autour, en ce qui me concerne là, ça n'engage que. Tout ce qu'ils racontent concernant Paul Mavis, ça n'engage que. Il n'y a que Dieu seul qui est témoin de ce que j'ai vécu. Et il n'y a que Dieu seul qui peut me juger. Je m'en fous de ce que les gens racontent sur moi. Au contraire, beaucoup parlent parce qu'ils n'ont pas été là où j'ai été. La vérité, c'est ça. Ils auraient souhaité être à ma place pour qu'on les applaudisse. Ils n'ont pas pu avoir cette chance-là. Au fait, c'est des peureux, c'est des gars qui n'ont pas les couilles. Donc, ils ont fui. Et comme ils n'ont pas été là, il faut dénigrer Paul, il faut le salir, il faut l'insulter, il faut le traiter de tous les noms, il faut faire de lui une, je veux dire, persona non grata pour que les Ivoiriens puissent le vomir. Personne ne va me vomir parce que je suis clean dans ce que je dis et je suis clean dans ce que je fais. Ce que j'ai dit là, je l'ai fait de moi-même, on ne m'a pas obligé. Beaucoup ont eu tout du président Laurent Gbagbo. Beaucoup ont eu tout de lui. Et ceux qui ont eu tout de lui là, ce sont eux qui l'ont abandonné au dernier moment. Moi, je ne l'ai pas abandonné. Moi, j'ai risqué ma vie de Yopougon à Cocody pour lui. Je suis resté avec lui pendant 11 jours. Donc, comme ils n'ont pas pu le faire, il faut salir Paul partout où il passe. Il faut le dénigrer, il faut l'insulter. Ça n'engage que. Moi, mon seul témoin, il s'appelle Dieu. Tu comprends bien? Donc, voilà comment j'ai pu. La dame, elle finit de me faire anesthésier et puis on finit de me coudre. Elle me trouve une chambre, je crois, au 9e étage, la chambre 10. Et puis, elle m'envoie là-bas. Et c'est après qu'elle me demande si moi je la connais. Je dis non, je ne vous connais pas. Elle dit non, que tu avais un grand frère quand tu étais à Bobo, au 4 étages, Chanois. J'ai dit oui, Chanois m'a dit il est décédé. Elle dit oui. Il avait une copine à Kié, un moment là, Solange. J'ai dit oui. Elle dit c'est moi. Et j'étais dépassé. Cette dame, si je lui ai fait du tort, elle ne peut pas faire ça pour moi. Et encore, il y a une dame qui passait avec son fils. Son fils portait un chapeau avec une casquette rouge. Elle a arraché ça à son fils et elle a mis ça sur ma tête. Je ne la connais pas. Et elle a continué sa route. Tu vois un peu? Alors, j'ai fait 3 jours au CHU de Cocody. Et comme les mouvements étaient trop au CHU, on a dû fuir le CHU pour aller avec un pasteur dont je vais taire le nom. On dit on va retourner à Yopougon. Donc, on va à Blocos pour emprunter les bateaux-bus. Les bateaux-bus ne pouvaient plus aller à Yopougon parce que selon certaines personnes, on tirait sur les bateaux au niveau du plateau. Donc, on a arrêté un taxi. J'avais pas 5 francs, j'avais pas de pièces sur moi. Aucun de nous n'avait une pièce sur lui. On était 3 messieurs bien blessés, donc des personnes en sursis. Parce que, on va te demander comment tu as été blessé, tu as dit quoi? Étais-tu militaire? Non. Étais-tu un combattant? Non. Mais pourquoi tu as été blessé? Tu vois, je disais comment? Donc, pour nous, on était déjà des morts en sursis, puis on partait à Yopougon. Il arrête un taxi, le taxi lui dit à 5 000. Le taxi dit 5 000. J'ai dit, mais le vieux, on n'a pas de taxi, il n'a pas d'argent. Hein? Il dit, non, j'ai mis 5 000 francs quelque part ici. Il sort de 5 000 francs quelque part, là, je vais taire le nom. Et puis on prend le taxi, on arrive à Yopougon. Mais, je veux dire, le trajet a tellement été long, les choses étaient tellement longues que je ne peux pas tout détailler ici. Et c'est comme ça que je suis retourné à Yopougon chez moi. Et puis, le 8 mai, j'ai échappé à la mort, à une mort certaine, j'ai échappé à cette mort le 8 mai, encore pour que je puisse témoigner. Et puis le 16 mai, je quitte la Côte d'Ivoire pour le Ghana. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai? Le 8 mai, il faut dire qu'il y a eu une descente là où j'étais. Quelqu'un qui s'occupait de mes voitures m'a vendu. Il m'a vendu parce que matin, il fallait que je sorte pour aller faire mon pansement dans une clinique qui était là. On s'est croisé un matin. Il dit, ah, tu as envie? Il dit, oui. Il dit, mais nous a dit, on t'a tué. Il dit, non, on ne m'a pas tué, je suis là, je vais bien. Il dit, ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça qu'il allait prendre des gens pour lui faire une descente pour me récupérer
et en finir avec moi. Heureusement, comme j'avais rasé tout ça, le monsieur qui est rentré ne m'a pas reconnu. Il doutait. Et c'est comme ça qu'un de mes frères a bondi sur le portail, il a projeté le monsieur, il a mis le crochet, et puis nous sommes allés nous cacher. Bon, ça a été tellement... Ils ont cassé presque des maisons en train de me chercher. Hein. Ils ont pillé même le gars même qui a indiqué où j'étais. Ils ont détruit sa maison presque. Mais quand Dieu est avec toi, c'est les choses qui arrivent et puis tu échappes pour témoigner. Donc un jour viendra où on va réellement parler de tout ça. Mais pour le moment, ma présence ici en Côte d'Ivoire répond à une seule chose. Réclamer la paix dans ce pays-là. Lutter pour que la paix soit définitive dans ce pays, pour que tous nos parents puissent rentrer et qu'ensemble on puisse bâtir ce pays-là. Mais le moment viendra où on parlera de tout ça là. Mais comment tu as vécu ton exil au Ghana? Bon, pour moi, il faut dire mon âme m'a sauvé. Mon âme m'a sauvé parce que au Ghana, j'ai signé avec l'une des plus grandes maisons de disques du Ghana. Mon premier concert au Ghana était en direct à la télévision. Voilà. Et j'ai dû participer à plein de festivals. Comme j'avais signé aussi avec une grande maison, j'étais toujours en premier, j'étais toujours en spectacle. Et puis, il faut dire qu'au Ghana, je dois saluer des Ivoiriens. Je dois saluer Madame Dodo Akissi Madeleine, dit Miss Dodo. Cette dame, moi je vivais à l'hôtel, elle m'a appelé et elle m'a laissé une grosse villa qu'elle a payée pour 1 an. Et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est dans cette villa que j'ai passé la plupart de mon temps. Et cette dame, je lui dois tout. Elle s'appelle Madame Dodo Akissi Madeleine, dit Miss Dodo. Il y a Monsieur Apia et sa femme, le couple Apia, qui ont été là pour moi. Le monsieur a gaspillé près de 8 millions pour mon album que j'ai enregistré au Ghana, qu'on a intitulé le Témoin. Il a gaspillé près de 8 millions pour qu'il fasse cet album-là. Il est sorti, on l'a sorti au niveau de l'Europe, partout, mais on ne l'a pas sorti en Côte d'Ivoire malheureusement. Donc, mon exil n'a pas été trop compliqué parce qu'il y a des gens qui ont été là pour moi. Des Ivoiriens ont été là pour moi. Madame Koudou Jeannette, elle a été là pour moi. Madame Koudou Jeannette a été là pour moi, je la salue. Tous, ils sont nombreux. Monsieur Kone Katina a été là pour moi. Je veux dire, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui m'ont tendu la main. Anoy Castro, Awas Talon, Idriss Ouattara, Charles Blé Goudé. Tout ce monde-là m'a soutenu. Et donc, je n'ai pas trop souffert comme beaucoup d'autres au Ghana parce que, franchement, Dieu m'a ouvert des portes par rapport à mon métier que je pratiquais. Voilà. Alors, après le Ghana, où es-tu parti? Oh, où je suis parti, j'ai ma famille, mes enfants, donc je ne peux pas parler de ça maintenant. Voilà, je ne peux pas en parler parce qu'il y a ma famille, il y a mes enfants, tout, donc je ne peux pas en parler. D'accord, maintenant tu es revenu de l'exil. Ouais. Pourquoi tu es revenu? D'abord, il faut dire pourquoi je suis rentré la première fois en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit au Ghana, il y a une dame qui m'a adopté, dont je vais parler de Koudou Jeannette. Sa maman, qui était la maman du président Laurent Gbagbo, on l'appelait ma femme. Parce que je faisais tout pour elle, au fait. La mémé Gado Marguerite, feu Gado Marguerite, je faisais tout pour elle. On m'appelait son mari à la maison. Quand j'ai appris qu'elle est décédée, pour moi, sachant que son fils ne pouvait pas être ici, il fallait que je sois là. Donc j'ai pris mon billet et puis je suis rentré en Côte d'Ivoire. Sans discuter avec qui que ce soit. Parce que les gens, ils aiment dire tu as négocié. Je n'ai pas négocié avec quelqu'un. J'ai pris des risques pour venir aux funérailles de Mémé Gado Marguerite. Et là, en ayant fait ce geste-là, encore j'ai été l'homme à abattre. Parce que des gens dont je vais taire le nom ici, quand ils m'ont vu aux funérailles, tu es venu aussi. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur moi. Mais moi, tout ce que je fais, je m'en remets à Dieu. Donc je suis rentré et puis après je suis reparti. Mon second retour en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, a été de contribuer, n'est-ce pas, au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que moi, je peux faire la paix, ou bien je peux apporter la paix. Mais je veux dire, je peux poser un petit pas qui peut contribuer plutôt au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Donc je suis retourné, c'est pour ça. On a mené des actions dont on a parlé tout à l'heure, les marchés de la paix. Mais avant ça, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. On a été sur plusieurs scènes. On a été dans plusieurs zones pour parler de paix aux Ivoiriens. Aujourd'hui, ce matin, je viens de boucler le single dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va sortir bientôt, pour encore parler de paix aux Ivoiriens. Parce que je me dis, mon devoir là, c'est de parler de paix aux Ivoiriens. Leur dire que la guerre n'est pas une bonne chose. L'exil est une autre, je veux dire, prison sur terre. L'exil, c'est l'enfer sur terre. L'exil, il ne faut pas le souhaiter à qui que ce soit.
à plus forte raison, souhaiter la guerre à qui que ce soit. Nos amis sont tombés dans ce pays. Nos frères sont tombés. Nos soeurs sont tombés. Nos parents sont tombés. Ceux-là, on ne les reverra plus jamais. Si ce n'est un jour, quand Dieu va nous appeler aussi. Mais pendant ce temps, leurs parents vivent de quoi? Leurs parents font quoi? Leurs enfants vivent comment? Il nous faut, nous qui sommes restés là, parler de paix pour leur mémoire. Pour ne pas que ceux-là, leur mort là, soit une mort vaine. Donc c'est pour ça que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Pour donner un peu de moi, pour contribuer au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Pour que demain, je me tape la poitrine quand je verrai le président Laurent Gbagbo rentrer, Charles Blé Goudé rentrer, tous ces églises rentrer. Pour que je puisse te dire que j'avais posé un pas un jour. Même si aujourd'hui je suis mal compris, mais que je dise que demain j'avais contribué à ça. Parce que, comme je l'ai dit, quand c'est toi, c'est pas normal. Mais quand c'est eux, c'est normal. Quand eux, ils font ça, c'est normal. Mais quand moi, Paul, je le fais, je suis traître. Pour que demain, je dise que le traître que je suis, j'ai posé aussi un pas qui a contribué au retour de tout ce monde-là. C'est pour ça que je suis là. Alors, Paul Mavis, Oui. que penses-tu de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? C'est ce que j'ai dit. Mais nous, les artistes, on ne nous comprend pas tôt. On nous comprend toujours après. On nous comprend toujours après. Quand j'écrivais la chanson Arrêtez et quand on l'écoutait, les gens dansaient plutôt que d'écouter les textes. Mais c'est après qu'ils ont compris et ils ont écouté les textes. La dernière fois, vous m'avez vu au Palais de la Culture. C'était une salle en grande partie remplie des partisans d'un autre bord, de ceux qui me lapidaient hier. Mais cette chanson les a mis en transe. Parce que les paroles là, c'est aujourd'hui qu'ils voient le sens même de ces paroles. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est dramatique, est lamentable, est honteux pour les Ivoiriens même que nous sommes. Et c'est pourquoi je l'appelle au corps des arts, sinon culturels. Si les politiques ont échoué là, nous la levons-nous pour sauver notre peuple. Parce que les politiques ont échoué. Le politique a échoué. Regardez là où ils nous conduisent aujourd'hui. Parce que je veux dire, si c'était pour l'intérêt des Ivoiriens, si c'était dans l'intérêt des Ivoiriens, on n'allait pas arriver à ce à quoi on assiste aujourd'hui là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un autre, je veux dire, un autre agenda caché. Et c'est pour ça qu'ils agissent de la sorte. Parce que quand on vient au pouvoir, c'est pour le bien-être du peuple. C'est pour sauver le peuple, faire le bonheur du peuple. Donc, pour ça, moi, on doit tous des fair play et on ne doit pas donner dans l'animosité. Mais ce à quoi on assiste est dramatique. J'invite la jeunesse ivoirienne, parce que c'est cette jeunesse qui est toujours manipulée. Cette jeunesse qui est une jeunesse éternelle, qui est éternelle, bachelier, entre guillemets, des poseurs de bâches et de chaises. Quand il faut casser, on appelle les jeunes. Quand ils veulent des martyrs, on appelle les jeunes. Quand ils veulent qu'on brûle, on appelle les jeunes. Quand ils veulent qu'on déstabilise le pays, on appelle les jeunes. Mais quand il faut faire leur bonheur, on leur tourne le dos. Ces jeunes-là, qu'ils soient responsables. Dans la bouche, on nous dit que nous sommes l'avenir de notre nation. Mais en réalité, qu'est-ce que les gens font pour qu'on incarne cet avenir-là? Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes. Et ils n'ont pas honte d'appeler des jeunes des microbes. Ces politiques n'ont pas honte de donner ce nom microbe aux jeunes. Au lieu de dire qu'on a échoué, on n'a pas pu trouver du travail aux jeunes, on n'a pas pu les former, on n'a pas pu les mettre à l'école, on n'a pas pu créer des emplois pour ces jeunes-là. Ils trouvent que c'est des microbes. Et on les utilise à mauvais escient. On les formate pour qu'ils se retournent contre des Ivoiriens. On retourne des jeunes Ivoiriens contre des Ivoiriens. C'est trop. Aujourd'hui, on parle des morts à Bonois, on parle des morts à Dabou, on parle de Bongouanou, on parle de Daoukro, on parle de certaines régions. Demain, ça peut être toute la Côte d'Ivoire. On va faire quoi? Faut-il que toute la Côte d'Ivoire s'embrasse pour que les gens se lèvent? Je pense que c'est maintenant qu'il faut dire aux politiques d'arrêter. C'est maintenant qu'il faut dire aux hommes politiques que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens ne doivent pas toujours mourir pour eux. Pendant que les Ivoiriens meurent là, leurs enfants sont où? Leurs femmes sont où? Eux-mêmes, ils sont où? Ils sont à l'abri. Ils sont protégés, leurs enfants sont sur la coule douce dans l'hexagone, d'où ils vont revenir demain pour nous gouverner encore. C'est ça qu'on veut? Moi, je ne veux pas qu'un enfant d'un politicien revienne ici pour gouverner. Jamais. Donc, c'est maintenant là que je prends mes responsabilités. C'est maintenant que je me mets au devant pour dire trop, c'est trop. On a assez tué les Ivoiriens. On a assez fait tuer les Ivoiriens. Il faut que ça s'arrête un jour.
Quand dans la vie, on n'est pas capable de faire quelque chose, d'assumer quelque chose, il faut arrêter. Quand on n'est pas capable de mener une action, il faut arrêter. Quand on est incapable d'assumer ses responsabilités, il faut arrêter. C'est ça. Je suis que les politiciens sont incapables de faire le bonheur des Ivoiriens. Les politiciens sont incapables de faire le bonheur des Ivoiriens. Et il est grand temps que le peuple leur dise trop c'est trop. Voilà. Penses-tu qu'il faut que la solution c'est d'écarter les trois vieux seigneurs de la politique ivoirienne, à savoir Laurent Gbagbo, Konan Bédié et Alassane Ouattara, pour avoir la paix définitivement? Il faut dire que tu sais, ça me fait rire parce que c'est pitoyable. Moi, Paul, si je m'estime milliardaire, qu'est-ce que je vais chercher à vouloir être président d'un pays? J'ai mes milliards, mais je vis tranquille. Je suis riche, mais je mets ma famille à l'aise. Qu'est-ce que j'ai à vouloir venir prendre la tête d'un pays pour qu'on me crée tous les problèmes? En ce moment, c'est que je n'ai pas d'argent, je suis un menteur. Parce que si j'en avais là, je n'ai pas voulu être président. Attends, je vis comme un pacha tranquille, je voyage dans le monde entier, je suis libre de mouvement, je ne suis pas prisonnier de quelqu'un. C'est des menteurs. Ils ne sont pas riches en réalité. Ils ne sont pas riches. Ils viennent à la tête du pays pour s'enrichir au contraire. C'est ça leur mission. Ils viennent pour s'enrichir. Parce que s'ils sont vraiment riches comme ils le réclament partout dans le monde, chaque matin, chaque instant, ils n'ont pas à être là où ils sont. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas, ça n'engage que moi. Quand dans la vie tu as échoué, reconnais que j'ai échoué. Et puis tu laisses tomber. Et puis on passe à autre chose. Les politiciens, comme je le dis, ont échoué. Ils ont échoué dans leur ensemble. Que ce soit Bédié, que ce soit Alassane, ils ont échoué. Je ne peux pas juger le président Laurent Gbagbo parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas juger le président Laurent Gbagbo parce qu'on ne l'a pas laissé assumer son pouvoir. Il ne l'a pas assumé. Ce sont eux tous qui ont géré ce pouvoir-là, du président Laurent Gbagbo. Ce sont eux tous. Donc, ils sont comptables de la gestion du président Laurent Gbagbo. Donc, je ne peux pas les juger. Aujourd'hui, des gens peuvent juger le président Alassane Ouattara parce qu'il a géré son pouvoir tranquille, lui seul. Bédié a géré, je crois, son pouvoir pendant 6 ans, 6 ou 7 ans. Donc, on peut le juger. Mais moi, je ne peux pas juger le président Laurent Gbagbo parce que son pouvoir a été géré par tout ce monde qu'on a cité là. Voilà. Ok. On va fermer la page de la politique pour aborder la question de la musique en Côte d'Ivoire. Quels sont tes rapports avec les autres artistes ivoiriens? Est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Ben, moi, je suis en de bons termes avec tous les artistes de Côte d'Ivoire, sauf Serge Kassi. Je le dis haut. Je ne peux jamais être en de bons termes avec lui et je ne serai jamais en de bons termes avec lui. Parce que ce monsieur m'en veut et je ne sais pourquoi. Il est celui-là même qui me diabolise partout et je ne sais pourquoi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure là, il n'a pas été là où moi j'ai été quand il le fallait. Alors il faut me dénigrer pour qu'il existe. Alors que c'est un monsieur, c'est un dévancier, c'est un aîné. Je lui devais respect, je lui devais considération et il le sait très bien. Mais aujourd'hui, mon respect, il ne le gagnera plus. Ma considération, il ne la gagnera plus. En dehors de lui, là, tous les artistes de Côte d'Ivoire, je m'entends bien avec eux. Qu'ils soient de l'ancienne génération comme la nouvelle génération, comme les Ivoiriens aiment à le dire, même dans notre métier, il n'y a pas de retraite. Je suis en de bons termes avec tout le monde. On s'entend, on s'amuse, on fait tout. Voilà. Même ceux qui font le coupé-décalé. En tout cas, je m'entends avec tout le monde. Voilà. Mais la seule personne avec qui je ne peux pas m'entendre et je ne m'entendrai jamais, c'est cette personne que j'ai citée tout à l'heure. Actuellement, DJ Mix est considéré comme le meilleur artiste de Côte d'Ivoire pour avoir remporté le prix Mule d'Or. Quel est ton avis là-dessus? D'abord, c'est quoi le prix Mule? C'est le prix qui est attribué aux artistes de musique urbaine chaque année. Donc, il ne peut pas être le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Puisque tu as parlé de musique urbaine. Ouais. Voilà. Artiste, de la musique urbaine. Donc, il ne peut pas être le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Non, pas
Voilà. Il est le meilleur de cette catégorie de musique dont tu as parlé. Oui, bien sûr. Donc c'est normal. S'il excelle là-dedans, je veux dire c'est normal. Mais pas meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Ici, on a des grandes voix, on a des grands artistes qu'on respecte. Nous, si aujourd'hui moi je suis là, c'est parce que je respecte tous mes dévanciers. Je respecte tous mes aînés. C'est ça on est là. Et c'est ce que je conseille à tous ces jeunes de la nouvelle génération. Le respect des aînés. Donc, si dans sa catégorie de musique urbaine, il est meilleur, je dis gloire à Dieu. C'est un jeune qui chante très bien. J'adore sa voix et j'adore sa façon de travailler parce qu'il dit des choses sensées. Il a des thèmes qui sont porteurs de bons messages. Donc, j'adore ce qu'il fait. Donc, si il a été élu meilleur artiste de ce genre musical, moi, je l'applaudis. Voilà. Paul Madis, le mot de fin. Ben, le mot de fin, je vais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Je vais dire à l'ancienne et à la nouvelle génération que Paul Madis n'est pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je n'ai jamais présenté une carte de membre de parti politique à qui que ce soit. Je n'ai jamais brandi un panneau d'un parti politique dans lequel je milite. Je suis artiste chanteur de Côte d'Ivoire. Je donne mon opinion vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de moi. Un point, un trait. Je demande simplement aux Ivoiriens de penser à la Côte d'Ivoire, de penser à ce peuple meurtri, de penser à l'avenir de nos enfants, de la jeunesse. La guerre, là, c'est bon comme ça. Trop, c'est trop. Quand on ne peut pas, quand on n'a jamais assuré la garde d'une poule, il ne faut pas qu'on prétende assurer la garde d'un bœuf. Ce qu'on ne peut pas faire là, il ne faut pas dire qu'on peut le faire. Quand on traîne des canaris, on ne lance pas les pierres aux autres. Trop, c'est trop. Arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous en déchirer. Que chaque Ivoirien se lève de là où il est et qu'il pose un pas qui engage l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pas qui engage le futur de la Côte d'Ivoire. C'est le pas de paix. Merci.